Les yeux sont insérés dans le crâne au niveau des orbites. La mobilité de chaque œil est assurée par 6 muscles. Ce sont les muscles oculomoteurs qui sont insérés dans la sclère. La contraction de ces muscles est contrôlée par la troisième paire de nerfs crâniens, le nerf oculomoteur, qui est donc un nerf uniquement moteur. Chaque œil est formé de 3 couches superposées. La plus extérieure de ces couches est appelée la sclère ou sclérotique. Elle constitue ce qu'on appelle le blanc de l'œil. Vers l'avant de l'œil, la sclérotique devient transparente et prend le nom de cornée. La cornée elle-même est recouverte d'une fine membrane transparente qu'on appelle la conjonctive. Juste derrière la cornée se trouve un petit compartiment rempli d'un liquide qu'on appelle l'humeur aqueuse. Et derrière, on distingue la partie colorée de l'œil, l'iris, qui délimite l'ouverture de la pupille. En dessous de la sclère, on va trouver la choroïde. C'est une fine couche très vascularisée. Vous voyez ici les vaisseaux sanguins qui parcourent cette choroïde, qui est également de couleur sombre et fait office de chambre noire. En dessous de la choroïde, on trouve la rétine qui tapisse l'intérieur de l'œil. C'est une fine membrane d'un demi-millimètre d'épaisseur qui apparaît donc ici en orange, rouge, brun foncé comme ça. La rétine contient les cellules photoréceptrices, les cônes et les bâtonnets. Chaque rétine comporte environ 100 millions de bâtonnets et entre 3 et 4 millions de cônes. Les cônes sont essentiellement concentrés dans la tache jaune ou la macula, dont le centre s'appelle la fovea. Ces cônes nous permettent de distinguer les couleurs, notamment les 3 couleurs fondamentales, le bleu, le vert et le rouge. Ils sont aussi responsables de notre acuité visuelle. Par contre, il faut passablement de lumière pour les exciter, donc les cônes fonctionnent essentiellement la journée et nous permettent les activités qui demandent de la précision de l'acuité visuelle. Les bâtonnets sont eux répartis sur tout le reste de la rétine, donc ils sont notamment responsables de la vision périphérique. Et comme ils sont aussi très sensibles à la lumière, en tout cas plus sensibles que les cônes, c'est eux qui fonctionnent lorsqu'il y a peu de lumière, ce qu'on appelle la vision crépusculaire. Alors que les cônes, vous voyez, sont situés vraiment dans l'axe optique de l'œil et ce sont eux qui vont nous permettre de scruter des petits détails. On voit ici un agrandissement de la rétine. Vous voyez ici les cellules photoréceptrices, les cônes et les bâtonnets. Ces cônes qui ont effectivement une forme légèrement conique. 3 types de cônes, rouge, vert et bleu, et les bâtonnets. On constate que pour atteindre les cellules photoréceptrices, la lumière doit d'abord traverser une couche de cellules nerveuses auxquelles les cônes et les bâtonnets sont connectés et auxquelles ils vont transmettre les potentiels d'action. Euh, Toutes ces fibres nerveuses se rassemblent ici pour former le nerf optique qui va ensuite aller vers les aires visuelles primaires. Donc à l'endroit où le nerf optique sort du globe oculaire, il n'y a pas de cellules photoréceptrices. C'est ce qu'on appelle la tache aveugle. Le cerveau ne reçoit pas d'informations pour cette zone-là. Donc il complète les informations manquantes avec les informations envoyées par les cellules photoréceptrices situées autour de la tache aveugle. Si on revient maintenant à l'avant de l'œil, on trouve donc l'iris qui délimite la pupille. L'iris va s'ouvrir ou se fermer en fonction de la luminosité. On appelle ce phénomène la diaphragmation. C'est comme un diaphragme de photo. L'iris va fermer la pupille lorsque l'intensité lumineuse augmente.
Juste derrière l'iris, on trouve ici le cristallin. C'est une sorte de lentille, elle fait office de lentille dans l'œil. Les rayons lumineux vont traverser le cristallin et le cristallin va projeter ces rayons lumineux sur la rétine. Comme chaque fois que des rayons lumineux passent à travers une lentille, ceux-ci seront inversés et donc l'image apparaîtra inversée sur la rétine. Et c'est le cerveau ensuite qui redresse, qui remet l'image à l'endroit. Le cristallin est aussi responsable de la mise au point, de la netteté, de nouveau comme sur un appareil photo. Lorsqu'on regarde loin ou lorsqu'on regarde près, le cristallin va se déformer. Pour la vision lointaine, il va s'aplatir, il est retenu en haut et en bas par des muscles qu'on appelle les muscles ciliaires et qui vont se contracter lorsqu'on regarde au loin. Et lorsqu'on regarde proche, par exemple lorsqu'on lit, ces muscles ciliaires vont se relaxer et le cristallin va se bomber. Sa forme naturelle est plutôt bombée. D'ailleurs, avec l'âge, le cristallin perd cette élasticité et c'est pour ça qu'on doit porter des loupes. En fait, c'est la presbytie, une anomalie de la vision liée à l'âge. On voit là le cristallin tenu aux deux extrémités au corps ciliaire, relié au corps ciliaire. Donc quand les corps ciliaires se contractent, ça va tirer le cristallin et donc l'aplatir. C'est pour la vision lointaine. Et lorsque les corps ciliaires se relaxent, le cristallin va se bomber, s'arrondir et c'est pour la vision proche. On appelle ce phénomène l'accommodation. L'intérieur du globe oculaire est occupé par le corps vitré. C'est une substance transparente, gélatineuse, qui représente près de 90% du volume de l'œil. Son rôle est de maintenir la rigidité de l'œil en maintenant une pression interne dans l'œil, et également de maintenir collée la rétine. Il peut arriver d'ailleurs qu'un choc, par exemple, provoque un décollement de la rétine. Pour que les images soient projetées nettes sur la rétine, il faut que la distance entre le cristallin et le point de focalisation des rayons soit bien précis. Si l'œil est trop court, là vous voyez un œil trop court, les rayons vont converger plus loin que la rétine. Donc sur la rétine, l'image apparaîtra floue. Dans un œil myope, au contraire, l'œil est trop long, vous voyez qu'il est là plus loin que le plan de focale. L'image nette se formera avant la rétine. Alors pour corriger ces défauts de la vision, on utilise des lentilles. Là, vous voyez la lentille pour un œil hypermétrope. Vous voyez que c'est une lentille convexe, même biconvexe. Elle est convexe sur ses deux faces. Et cette lentille, en fait, va faire converger les rayons un peu plus court, un peu plus tôt, un peu avant. Et du coup, l'image nette se formera effectivement ici sur la rétine. Et au contraire, dans un œil myope, on va utiliser des lentilles concaves. Celle-ci est même, vous voyez de nouveau, biconcave. Et ces lentilles biconcaves font légèrement, vous voyez, faire diverger les rayons. Et du coup, ils vont converger pile sur la rétine. Alors le degré d'anomalie va déterminer ensuite le degré de concavité ou de courbure, disons, qu'on va donner au verre de correction. C'est dans les cônes et les bâtonnets que la lumière est convertie en signal électrique, en potentiel d'action. On voit les cônes et les bâtonnets étroitement connectés à des cellules ganglionnaires, elles-mêmes connectées aux neurones qui formeront ensuite le nerf optique. Les cônes et les bâtonnets comportent insérés dans leur membrane, ici c'est la membrane cellulaire, comportent des protéines particulières qu'on appelle des opsines. Celle-ci, c'est la rhodopsine, la protéine qu'on trouve dans les cellules, les membranes des bâtonnets. Et ces protéines sont associées à une petite molécule qu'on voit en noir ici, le rétinal.
Lorsqu'un photon frappe cette protéine, elle change de forme et ce changement de forme libère ce rétinal. Le rétinal se dissocie de l'opsine et cette dissociation va entraîner toute une cascade de réactions qui aboutit finalement à la naissance d'un potentiel d'action dans les neurones qui formeront le nerf optique. Les cônes, par contre, comportent trois types d'opsines différentes qui sont sensibles aux longueurs d'onde différentes, le bleu, le rouge et le vert. Dans la mesure où les yeux sont situés sur la face, une partie du champ visuel est perçue par les deux yeux. Toute la partie ici est perçue par les deux yeux et c'est ce qu'on appelle le champ visuel binoculaire. Ici, vous avez le champ monoculaire de l'œil gauche et ici, le champ monoculaire de l'œil droit. Cette vision binoculaire permet la perception en trois dimensions. Elle favorise beaucoup la vision dans l'espace, la vision en trois dimensions. On voit également que les parties nasales des deux rétines, donc les parties des rétines qui sont situées du côté du nez, les fibres nerveuses issues de cette partie de la rétine se croisent et sont projetées dans l'hémisphère opposé. Donc des deux côtés, la demi-rétine côté nasal croise, alors que la demi-rétine côté temporal, elle, ne croise pas et est projetée dans le même hémisphère. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est que toute la partie gauche du champ visuel est projetée dans l'hémisphère droit et toute la partie droite du champ visuel est projetée dans l'hémisphère gauche. Voilà, sur cette image vue de dessous, cette fois-ci l'encéphale est vue de dessous, donc on a ici l'œil droit et l'œil gauche. On voit bien que la partie nasale des rétines croise au niveau de ce qu'on appelle le chiasma optique et les fibres ensuite passent par ces corps géniculés qui font partie du thalamus. Je vous rappelle que le thalamus est le carrefour de toutes les voies sensorielles. Et ensuite, les fibres sont projetées dans le cortex visuel primaire qui se situe ici au niveau du lobe occipital. Le rôle de ce cortex visuel primaire est de construire l'image à partir des informations reçues des deux rétines. Construire l'image, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire la synthèse justement de cette vision binoculaire pour construire une seule image en trois dimensions. Ça consiste aussi à supprimer la tache aveugle, à remettre l'image à l'endroit. Elle a été inversée par le cristallin. Donc c'est vraiment de construire l'image à partir des potentiels d'action envoyés par les deux rétines. Ensuite, l'information, une fois que l'image a été construite, elle est analysée par le cerveau, analysée par des aires associatives. Notamment, on va identifier qu'est-ce que c'est, quel est l'objet qu'on voit. Alors ça, ce sont des aires associatives visuelles qui sont situées dans le lobe temporal. Et on va aussi localiser les objets que l'on voit dans l'espace et ce sont les aires associatives situées dans le lobe pariétal.